Les vraies voix qui font bouger la France à 19h27 sur Sud Radio, ce sont les voix de l'emploi ce soir. Et je vous présente sans plus tarder ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 20h. Emmanuel Lafont qui est avec nous, fondateur du cabinet de conseil Sparter RH. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Julien Lozano, fondateur de Wheezy. Bonsoir Philippe. Plateforme de location immobilière. Bonsoir à vous. Ce soir, nous allons nous attarder sur tous ces métiers qui ont du mal à recruter. Alors, le bâtiment, on le savait, l'hôtellerie et la restauration, un secteur qui peine à convaincre, surtout depuis la crise du Covid. On en a beaucoup parlé, d'ailleurs c'est toujours d'actualité. Beaucoup de serveurs par exemple qui ont décidé de se reconvertir. Autre secteur qui manque de bras, et ça c'est nouveau, on va en reparler, la coiffure. La coiffure, la profession qui aurait besoin de recruter 10 000 à 12 000 personnes supplémentaires en France. Bonsoir Christophe Doré. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christophe Doré, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure. Le secteur de la coiffure manque de bras. C'est une nouveauté, ça, Christophe Doré ? Oui, c'est une nouveauté puisque jusqu'à présent, le métier a toujours été attractif. Il l'est toujours. Après, c'est la conséquence d'un manque de formation il y a 7 ans environ. Donc aujourd'hui, quand il faut 5 à 7 ans pour former un collaborateur, eh ben écoutez, aujourd'hui, on subit cette problématique du recrutement. Ouais. Plus la Covid se rajoutant sur le sujet. Donc voilà, ça fait deux problématiques en même temps. La formation, on va y revenir dans quelques minutes avec vous, Christophe Doré, avec Emmanuel Lafont et Julien Lozano. Parlons de la crise sanitaire, la crise du Covid. Les salons de coiffure ont dû fermer durant plusieurs mois. Est-ce que tout d'abord, les salons de coiffure ont retrouvé leur activité, leur chiffre d'affaires d'avant-crise ? Écoutez, on est heureux puisque sur le 3e confinement, on a été reconnu essentiel. Donc déjà, ça, c'était un premier point. Oui, c'est vrai. Non, aujourd'hui, on est plutôt sur une baisse encore entre 10 et 15%. On n'est pas encore revenu au niveau de 2019. Ouais. C'est normal. Il manque encore tous les événements familiaux. Donc le samedi reste la plus grosse journée, mais néanmoins, elle n'est pas au volume de chiffre d'affaires qu'elle est habituellement, mais les choses semblent revenir tranquillement. Comment ça s'explique, pardon, mais il y a des gens encore, des Français qui ont peur de se retrouver dans un salon de coiffure, c'est pour ça qu'ils n'y vont plus, par exemple ? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le lieu, l'endroit. C'est plutôt dû au fait qu'il y a beaucoup moins d'événements. Les mariages commencent seulement à repartir, les fêtes, les anniversaires, voilà. Tout ça fait qu'aujourd'hui, les choses reprennent tranquillement la vie normale. Donc la conséquence sur les salons de coiffure a été un lien fort puisque pas de fête, pas de coiffure, pas de chignon, pas de maquillage, pas tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Emmanuel Lafont, vous continuez à aller chez le coiffeur, vous ? Oui. Assez régulièrement. Assez régulièrement. Oui. Je vous pose pas la question, Julien Lozano. Je vais plutôt chez le barbier. Ouais, plutôt chez le barbier. La coiffure, vous en occupez vous-même. Il y a des coiffeurs qui ont décidé de tout lâcher, Christophe Doré. Marre des horaires, par exemple. Certains se mettent à leur compte depuis la crise sanitaire. Oui, bien sûr. C'est ce qui passe dans certains instituts de beauté. On avait eu le témoignage. Oui, la coiffure n'a pas échappé au phénomène. Bon, après, ça reste une minorité, mais celle-ci s'est fait sentir. Alors, certains ont fait des choix de se mettre indépendants pour travailler leur propre horaire et de travailler quand ils avaient envie. Et d'autres ont fait le choix de quitter la profession parce que ne veulent plus finir tard le soir, à 19h ou 20h quand on est dans les centres commerciaux, ou également le samedi. Oui, bien sûr, le confinement, la pandémie a eu le dessus sur certains profils de collaborateurs. Voilà. C'est aussi une des conséquences que nous recherchons. Pourquoi nous recherchons du personnel actuellement ? Ouais. Tiens, j'aimerais faire réagir, on les a pas entendus. Julien Lozano et Emmanuel Lafont. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est un choix qui, après la pandémie, fait que il y a de moins en moins de coiffeurs, ou est-ce que c'est générationnel, c'est-à-dire que cette fameuse génération Z aspire de plus en plus à être à son compte et peut-être à avoir effectivement des horaires qui vont pouvoir piloter beaucoup plus facilement ? C'est une vraie question, est-ce que ces conséquences, elles sont directement liées à la crise, ou est-ce que c'est plus profond, est-ce que c'est générationnel ? Alors ça, on pourra répondre dans quelques années, évidemment, Christophe Doré, mais peut-être un petit diagnostic d'ores et déjà. Non, je pense que vous avez parfaitement raison, on le voit, on a une montée en puissance des établissements de coiffure depuis un certain temps. Donc oui, beaucoup de jeunes font le choix de s'installer, de se mettre en freelance et de pouvoir faire de leur vie professionnelle, de la gérer comme ils le souhaitent. C'est un phénomène que l'on vit depuis un certain temps, qui est là. Alors, c'est pas grave en soi qu'ils se mettent, qu'ils s'installent, qu'ils deviennent indépendants.
La seule chose, je dis attention, il faut quand même continuer de former ces jeunes, parce que ce que nous vivons en ce moment sur le manque de personnel va continuer si nous ne formons pas, comme il se doit, la nouvelle génération. Ouais. Ça fait rêver encore la coiffure, Christophe Doré? Oui, ouais. oui. Et on a eu une belle remontée là sur cette année, puisque le fait d'avoir été reconnu essentiel a de nouveau mis en exergue notre profession. Et donc, il y a eu un regard différent de la part des familles, des enfants, des parents. Donc voilà. Donc aujourd'hui, oui, on a un bon attrait, comme on l'a toujours eu. Voilà, on a eu juste une période un peu difficile en 2013-2014, mais ça a été aussi une décision politique de l'époque qui a mis mal la formation et l'apprentissage surtout. Évidemment. Emmanuel Lafont. Oui. Oui, sur tout ce que vient de dire Christophe Doré. Vous avez dit plein de choses en fait. Alors, Alors sur ces secteurs qui manquent de bras, c'est vrai que par exemple, il y avait un point commun, Christophe Doré, la coiffure avec le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Oui. Beaucoup de personnes ont décidé de changer de métier, par exemple, de se reconvertir aussi depuis la crise sanitaire. Exactement. C'est une réalité, ça, Emmanuel Lafont. D'un côté, les gens qui se sont posés des vraies questions sur leur avenir et sur leur actualité en disant mais moi j'ai peut-être envie de faire quelque chose d'autre de ma vie. Ça, c'est un premier sujet. Ouais. On avait un mouvement de fond historique qui était effectivement la disparition, la déliquescence du CDI, puisque d'un côté les employeurs ont plus envie de prendre le risque et d'un autre côté les nouvelles générations, elles veulent un CDI. Elles n'ont pas forcément envie d'un CDI, elles ont envie de toucher de l'argent. Et au regard des charges que l'on se prend, nous, les employeurs, du coup, on est limité en termes de rémunération, alors qu'effectivement, lorsque vous nous émettez une facture, forcément, la facture, vous touchez le brut, et ça, c'est beaucoup plus séduisant pour un prestataire. Donc, non un salarié, mais un prestataire. Et en fait, un salarié, ça devient un porteur de projet, et ça devient un entrepreneur comme tout le monde, et donc un fournisseur. Alors, ça paraît peut-être plus séduisant dans un premier temps. Peut-être qu'une fois que la personne qui s'est mise à son compte comprend qu'effectivement, il y a des charges et que le brut sur la facture n'est pas exactement ce qui rentre dans sa poche à la fin du mois, généralement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience que parfois, effectivement, le CDI est peut-être assez confortable. Ça, c'est la découverte de l'URSSAF. Toujours un grand moment de solitude quand on... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il a raison. Les salariés ne se rendent pas vraiment compte du coût d'un CDI. C'est vrai, ça. Malgré les deux chocs de simplification qu'on a eu, malgré les deux chocs de simplification qu'on a eu, lire un bulletin de salaire, c'est toujours un grand moment de solitude. C'est très compliqué. Il y a moins de lignes, mais toujours compliqué. Voilà. Regardez bien combien coûte votre salaire, en fait. Le double. Je gagne 1 000 euros, ça coûte 2 000 euros à mon employeur. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Alors, il faut remonter au mandat de François Hollande pour comprendre d'où vient cette pénurie de main-d'œuvre, puisque à l'époque, les aides à la formation avaient été revues à la baisse. Je crois que ça avait fait chuter le nombre d'apprentis d'environ 5 000, si je ne dis pas de bêtises, Christophe Doré. Puisque former un coiffeur, ça prend 5 à 7 ans à peu près. Oui. Donc du coup, c'est normal que la mesure de François Hollande, les mesures qu'avait prises François Hollande, ça se ressent aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Oui, tout à fait. C'est la coiffure, c'est dans tous les métiers de l'artisanat. Aujourd'hui, il y a une conséquence de cette prise de décision politique sur la baisse de l'aide à la formation. Donc, je rappelle, l'aide à la formation, c'est pas une prime, c'est pas une subvention, c'est juste une compensation du temps passé pour former un jeune. Donc former un jeune, bien le former, bien le tutorer, ça prend du temps. Il faut que le tuteur s'investisse, et c'est normal, c'est son engagement. Mais c'est normal qu'il ait une compensation. Le gouvernement actuel, lui, par contre, il a fait l'effet inverse. Il a revalorisé cette aide à la formation. Et bien sûr que ça nous aide. Ça aide les entreprises, surtout les entreprises artisanales. Donc je pense que ça donne un coup de boost aujourd'hui à l'apprentissage. Et on le voit bien, c'est mis en lumière. Alors, combien de temps ça va durer ce manque de bras dans le secteur de la coiffure puisque voilà, vous l'avez dit, le gouvernement a pris la mesure inverse du précédent quinquennat. Quand est-ce que les effets vont se faire ressentir selon vous, Christophe Doré? Je suis confiant pour la rentrée 2022. Voilà, oui, aussi vite que ça? Oui, parce que 2016, on est déjà reparti sur une autre dynamique. Donc il faut 5 à 7 ans. Vous voyez, 2016, 2021, on est à 5 ans. Donc 6-7 ans, on va être dedans. Donc je pense qu'il faut qu'on patiente un petit peu dans notre métier. Ça va repartir, je suis confiant. Et puis surtout, la pandémie, j'espère, va s'arrêter. Et on va pouvoir de nouveau retravailler l'orientation, les forums, pour justement continuer de montrer tout l'attrait de notre métier. Mais
la personne qui était avec vous a dit les choses ce qu'il fallait dire. Aujourd'hui, la problématique, c'est les charges qui pèsent aussi dans les entreprises. Recruter, ça coûte, c'est lourd, ça coûte trop cher, très cher. Même si le gouvernement actuel parle d'une baisse des charges, excusez-moi, quand je regarde le bulletin de salaire de mes salariés, celle-ci est insignifiante. Il y a encore trop de charges pour les entreprises. Et au bout du bout, c'est plus on va taxer l'entreprise, c'est le consommateur qui va payer. Alors quand on parle de pouvoir d'achat, à un moment, on tourne en rond. C'était Emmanuel Lafont qui parlait des charges et qui avait été rejoint par Julien Lozano d'ailleurs, parce que vous êtes d'accord sur le sujet, évidemment. Emmanuel Lafont, un mot. Il y a plein d'artifices aujourd'hui pour essayer de baisser les charges et la rémunération des collaborateurs. Enfin, la rémunération, entre guillemets, aménager la rémunération des collaborateurs pour essayer de limiter les charges. Il y a par exemple le plan d'épargne entreprise, donc PE, il y a le PERCO, etc., qui vous aide effectivement à rémunérer ou plutôt à fidéliser des collaborateurs dans votre entreprise. Mais ça va faire partie, entre guillemets, d'un projet que tous les employeurs aujourd'hui doivent développer. C'est le projet de la marque employeur. C'est vraiment du marketing salarial, à savoir, je veux recruter quel profil, et ce profil, il a besoin de quoi, et il m'appartient, moi, en tant qu'employeur, de valoriser ma marque pour pouvoir les recruter et gérer le savoir-faire. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais les chercher, comment je l'intègre, comment je fais monter en compétence. C'est ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, ça prend du temps et ça coûte de l'argent de former un collaborateur. Et ensuite, comment est-ce que je vais fidéliser ses compétences pour tout simplement que ça devienne, au final, rentable. Tiens, vous formez, Julien Lozano, ou vous pensez à former, à accueillir des apprentis chez Wheezy? On forme des développeurs. Alors, c'est vrai qu'on manque aussi de développeurs. Alors souvent, ce sont des compétences assez pointues et assez particulières. Et c'est vrai que ça prend du temps. Et je me posais une question, parce que vous faisiez tout à l'heure, Philippe, un parallèle avec la cuisine ou avec l'hôtellerie. Est-ce qu'il ne faudrait pas une bonne émission de télé, comme on peut avoir avec Le Meilleur Pâtissier, par exemple, pour redonner envie à des jeunes d'aller vers la coiffure? On a vu que Le Meilleur Pâtissier, par exemple, ça avait créé un nombre énorme de vocations. Moi, je suis en train de passer en ce moment mon CAP de pâtissier en candidat libre. Et je peux vous dire qu'il y a tellement de nouvelles vocations qu'ils ont même réformé et qu'aujourd'hui, on est obligé de faire 7 semaines, donc 2 fois 7 semaines de stage dans une pâtisserie pour pouvoir passer son CAP en candidat libre. Vous y pensez par passion ou... Alors, c'est vraiment pour l'instant, c'est la passion. Mais ça veut bien dire que certaines émissions de télé arrivent à créer des vocations. Je me disais, est-ce qu'on ferait pas un cauchemar dans un salon de coiffure, ou est-ce qu'on ferait Christophe Doré, quand il aura son CAP, vous serez invité chez Julien Lozano, évidemment, pour goûter tout ça. Tiens, Christophe Doré, pour répondre à la question de Julien Lozano, c'est vrai que ce serait une bonne idée, ça, une émission sur la coiffure. Alors oui, bien sûr, c'est toujours bien de pouvoir mettre en lumière notre métier. Je suis pas trop inquiet pour la coiffure. L'attractivité, elle est là. Aujourd'hui, cette chute de cette problématique de recrutement de collaborateurs, on a une explication, et on vient de le dire avant. Aujourd'hui, ce métier, il attire. On est en train de travailler, parce qu'on a aussi, au sein de notre institution, on met en avant, on a des concours, on a les meilleurs ouvriers de France, on a les meilleurs apprentis de France, on a un artiste chez nous qui s'appelle Raphaël Perrier, qui est un jeune créateur qui met une mise en lumière que nous avons faite au Mondial Coiffure Beauté. Donc tout ça, ça tire vers le positif. Donc moi, je suis pas trop inquiet sur l'attractivité, bien sûr, et vous avez parfaitement raison. Lorsqu'une émission de télé est bien faite comme celle du Meilleur Pâtissier, oui, nous avons plein de jeunes qui viennent dans nos métiers. Voilà. Aujourd'hui, peut-être que la coiffure devrait avoir un travail peut-être vers la jante masculine, parce qu'on a un métier très féminisé à 92%. C'est ça. Donc c'est vrai que si on pouvait aussi montrer aux jeunes coiffeurs, aux jeunes hommes, que la coiffure est un métier pour les hommes, ça pourrait, on pourrait travailler aussi sur cette côté parité. Donc voilà, il y a peut-être plus ce travail-là. Après, sur l'attractivité du métier, je suis confiant, parce que je fais le plus beau métier du monde. J'aime mon métier. C'est un métier de contact, c'est un métier passionnant. Donc voilà. Et c'est un métier essentiel, rappelons-le. Oui, c'est essentiel. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Alors Christophe Doré, pour finir, quelles mesures suggérez-vous pour relancer la machine? J'ai envie de dire, tiens, vous président, l'élection c'est dans 6 mois. Vous président, qu'est-ce que vous proposerez pour votre secteur? Je l'ai déjà proposé à Bruno Le Maire, mais pour l'instant, il ne veut pas l'entendre, et c'est pas grave, ça permet d'avoir des échanges. Écoutez, nous avons un métier où il y a une forte proportion de main-d'œuvre. Je demande à ce que la coiffure ait une TVA à taux réduit à 10%, comme les métiers du bâtiment, comme la restauration. Voilà, on a besoin d'avoir cette aide pour travailler sur les salaires,
peut-être le prix, et puis également la marge des entreprises. Je souhaite que la coiffure soit entendue de ce côté-là. Je continue de le marteler, même si pour l'instant, d'un revers de main, on balaie ma proposition, mais je continue. On vous a dit pourquoi? On vous a dit pourquoi c'était pas une bonne idée? Je pense que si demain, alors on me dit que c'est pas une bonne idée, mais je pense qu'on me dit que c'est pas une bonne idée parce que si demain on l'accordait à la coiffure, il faudrait le déployer sur tout l'artisanat. Et pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Je pense qu'on est mieux à payer des gens à travailler que malheureusement à avoir un taux de chômage encore à 8%. Donc le plein emploi, c'est pas 8%, et malheureusement, on a l'impression qu'on est en plein emploi en ce moment en France. Donc on a une inadéquation en ce moment qui pose problème. Donc oui, c'est une revendication. Et puis bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, la baisse des charges, il faut continuer de faire des efforts pour permettre aux entreprises de pouvoir améliorer leur marge et puis améliorer leur outil de travail. Bon, profitez-en, parce que l'élection présidentielle, c'est dans 6 mois. Voilà, il faut aussi séduire les artisans. Évidemment, c'est une bonne idée, Emmanuel Lafont. Baisse de la TVA à 10%. Bien sûr. Oui. Enfin, le truc, c'est que aujourd'hui, quand l'État fait un geste, tout le monde hurle en disant « Oh là là, c'est un chèque fait au vilain patron, etc. » Ben oui, mais le vilain patron, le chèque, il va pas l'encaisser. Il peut pas rouler dans 2 Porsche en même temps. Il en a qu'une de Porsche. Donc, il y a un moment, l'argent, il va être redistribué forcément aux collaborateurs. C'était ironique. Julien Lozano. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et ce que disait monsieur est très vrai. Ce sont des vrais métiers d'artisanat, des métiers d'humilité. 5-6 ans pour former un coiffeur. Et puis, moi, ce que j'ai vu, j'ai fait une école de commerce. Les jeunes qui sortent d'école de commerce au bout de 5 ans ont l'impression de savoir faire plein de choses. Or, ils ne savent pas faire grand-chose. La réalité d'un coiffeur, c'est que voilà, ça se forme, ça prend du temps. Et puis, ce qui est aussi super, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de startups qui vont pouvoir disrupter, qui est un petit peu le mot à la mode, la coiffure. C'est-à-dire qu'il faut des gens, des humains, qui savent coiffer. Et ça, c'est bien qu'on remette de la valeur sur ces métiers-là. Merci à vous, Christophe Doré. Merci beaucoup, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure. Dans un instant, nous serons avec Catherine Kinrose, patronne de l'entreprise 1002 idées. On va vous raconter l'histoire de cette patronne hypersensible qui a décidé d'accompagner et aider les chefs d'entreprise hypersensibles et fragilisés, mais pas que. Elle soutient également les salariés. Julien Lozano, Emmanuel Lafont, reste avec nous. Vous écoutez Les Voix de l'Emploi sur Sud Radio, il est 19h44. À tout de suite. Bienvenue Les Voix de l'Emploi sur Sud Radio. Ce soir, c'est avec Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Sparte RH, avec Julien Lozano, fondateur de Wheezy, plateforme de location immobilière. Et puis, je vous demande et je vous propose d'accueillir tout de suite Catherine Kinrose qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Votre entreprise, Catherine Kinrose, 1002 idées. On va en dire quelques mots évidemment dans quelques instants. Vous êtes hypersensible, Catherine Kinrose. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que ça veut dire un entrepreneur hypersensible? On va dire déjà une personne hypersensible. Oui, tout à fait. Déjà, c'est une personne qui connaît des montagnes russes émotionnelles puisqu'elle ressent tout à 10 000%, on va dire. Ouais. C'est vraiment que ce soit positif ou négatif. Donc que ce soit des émotions négatives, positives, on les ressent vraiment de façon beaucoup plus intense. Vous avez un exemple à nous donner, Catherine Kinrose? Je sais pas. On prend tout à cœur, par exemple? Pardon? On prend tout à cœur, par exemple? Oui, c'est ça. Une remarque négative d'un salarié. Une chose insignifiante, qu'elle soit positive ou négative, chez nous va prendre des proportions énormes par rapport à une personne non hypersensible. Un mot, un geste, ça peut prendre effectivement des proportions au niveau émotionnel qui sont plus intenses. Ouais. Vous vous reconnaissez, Emmanuel Lafont, est-ce que vous êtes un hypersensible aussi, Julien Lozano? Hypersensible et en pâte, c'est un peu rock'n'roll. Tout à fait. C'est-à-dire, alors concrètement, quels sont les inconvénients d'être un patron hypersensible? L'inconvénient d'être un patron hypersensible, c'est que vous faites toujours très attention à ce que vous dites, mais les autres font pas forcément très attention à ce qu'ils vous disent. Et il y a des moments où vous avez un peu tendance à vous prendre une brouette dans la tête, et c'est pas super agréable. Mais il y a un truc qui est pour vous soigner, ça s'appelle le tribunal de commerce. Je vous conseille un petit redressement judiciaire. C'est ce qu'il y a de mieux pour soigner l'hypersensibilité. Julien Lozano. Je me définis pas du tout comme hypersensible, mais je dirais plutôt heureusement, parce que ce que dit madame est très vrai. Et encore plus dans l'entrepreneuriat, les montagnes russes émotionnelles, c'est plusieurs fois par jour. Heureusement que parfois on est capable de prendre un peu de recul, sinon je pense qu'on serait complètement mangé par le stress. Bien sûr. Comment vous en êtes rendu compte, Catherine Kinrose? Comment vous avez mis un mot à votre état? Alors, tout simplement, en lisant un article, j'ai erré pendant de nombreuses années. On me sentant toujours, plus ou moins en décalage.
Et voilà, en lisant un article, je me suis reconnue dedans. Et effectivement, à l'époque, j'étais coachée. Et j'en ai parlé à mon coach qui m'a dit, mais on vous en a jamais parlé? Ben non. Et là, effectivement, tout a pris sens. Et tout s'est mis en place. J'ai pu mettre des mots sur mes mots. Et ensuite, ben, effectivement, j'ai eu du coup l'opportunité d'aller vers les hypersensibles. Et c'est là qu'effectivement, j'ai vu que ça matchait pleinement, quoi. Il y a beaucoup de Français hypersensibles et de patrons entrepreneurs français hypersensibles, Catherine Kindros. Voilà, c'est ma cible, donc oui, je vais vous dire oui, mais voilà, on dit qu'il y a à peu près 30% de la population qui serait hypersensible et que beaucoup s'ignorent hypersensibles, effectivement, puisque on n'en parle pas beaucoup et voilà, c'est encore quelque chose qui peut être tabou aussi. Julien Lozano est dubitatif. Non, vous n'avez aucune sensibilité. Non, c'est pas ça du tout. Je suis absolument pas dubitatif. En revanche, ce que dit madame me permet de prendre beaucoup de recul sur parfois la manière que je peux avoir de faire passer certains messages à mes salariés, et des fois un mot un peu mal choisi peut avoir des conséquences qu'on ne comprend pas parfois en tant que chef d'entreprise, alors qu'on essaie d'avoir de l'empathie, on essaie d'avoir de l'écoute active, et des fois on se dit c'est pas parce que je lui ai dit ça ou que j'ai fourché ou que là je voulais dire ça, elle a mal compris. Des fois effectivement ça crée des conséquences émotionnelles qu'on ne comprend pas. Donc maintenant je comprendrai mieux si effectivement il y a 30% de la population française qui est hypersensible. Ça veut dire que dans notre management, voilà, il faut faire très attention à ce qu'on dit et être à l'écoute. Emmanuel Lafont. Dire, c'est en management, parce que c'est ce que j'enseigne aussi à HEC, mais le management, c'est l'important, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que l'autre comprend avant tout. Il n'y a que ça qui compte, le reste. Absolument. Ça sert à rien de dire, non, je lui ai dit, ça ne marche pas du tout. Ça, c'est vraiment s'adapter à l'autre et transmettre à l'autre. Mais pour moi, l'hypersensibilité, et vous me rejoindrez certainement, madame, ça fait partie vraiment des soft skills. Nous aujourd'hui, enfin au sein de traduction. Des soft skills. Alors, compétences pour ceux qui nous écoutent, c'est plutôt partie du savoir-être, ou du savoir-vivre. Et là, par exemple, nous, on intègre une commerciale au sein de notre structure. C'est une hypersensible parce que justement, j'ai besoin qu'elle ait ce feeling, cette sensibilité pour détecter le moment où la personne qu'elle va rencontrer, donc notre futur client, on espère, qu'est-ce qu'il ressent, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre. Et ça, un bon commercial, il faut qu'il y ait une sensibilité, il faut qu'il y ait une empathie forte pour pouvoir vraiment se développer. Mais est-ce que les personnes hypersensibles sont des personnes qui justement sont plus à l'écoute des émotions des autres? Alors Catherine Kindros. Oui, alors non seulement elles sont plus à l'écoute, mais elles les ressentent également. C'est là où c'est très puissant aussi. Alors Catherine Kindros, donc du coup vous avez décidé d'accompagner ces entrepreneurs hypersensibles, mais pas que, on va parler des salariés aussi. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, Catherine Kindros? Alors je les accompagne effectivement. Alors là, ça s'adresse aussi aux salariés. Souvent, voilà, ce sont des personnes qui sont en burn-out ou qui ont subi une dépression, du harcèlement, une faillite parfois. Et effectivement, elles ont envie de créer une activité qui a du sens pour elles, mais elles se sentent pas légitimes du fait de cette fragilité-là, de cet accident de la vie qui les a fragilisées. Donc moi, je vais les accompagner en travaillant sur leur légitimité en tant qu'entrepreneur. Je vais également construire une offre claire, ainsi que de travailler sur leur cible de cœur, de prendre le bon prix, parce que ça, souvent, c'est compliqué pour elles. Et puis, effectivement, on construit un plan d'action sur les 12 prochains mois pour développer leur activité. Et là, c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est de les accompagner dans la création d'une activité exponentielle dans laquelle, elles vont faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent, où elles veulent, avec qui elles veulent. Et les salariés alors? Les salariés, en fait, moi, les personnes j'ai beaucoup de personnes, effectivement, qui sont encore salariées et qui, justement, ne trouvent plus de sens dans leur activité de salarié et qui cherchent, effectivement, à créer une activité. Moi, c'est surtout à ce niveau-là que je les accompagne. Julien Lozano. Est-ce que c'est lié à une problématique de confiance en soi? Parce que j'ai l'impression que ça me paraît, par rapport à ce que vous dites, madame, assez intimement lié, en fait. Non. Alors effectivement, on pense, en tout cas, moi, c'est pas mon positionnement. Moi, je pense que l'hypersensibilité, c'est un mode de fonctionnement, c'est pas un trait de caractère. Il y a des hypersensibles qui sont très sûrs d'eux.
sont pas voilà, donc je pense que c'est plus dans l'analyse du mode de fonctionnement et la mise en place de certains outils qu'effectivement ces personnes arrivent à se dépasser. Moi, je peux vous dire que à chaque fois c'est des superbes rencontres et j'assiste vraiment à des transformations incroyables. Et Emmanuel Lafont, est-ce qu'il faudrait, alors c'est vrai que c'est la question qui revient souvent, ces managers qui ont eu beaucoup de formation mais pas celle de manager malheureusement, est-ce qu'il faudrait une fois pour toutes, alors je sais qu'il y a des options évidemment, mais que ce soit intégré aux écoles de commerce, oui, mais alors aux écoles, voilà, une matière comme la finance par exemple. Oui, mais pas du management des organisations, c'est bien le management des organisations, mais c'est le one-to-one qui compte, c'est du management humain et opérationnel qu'il faut enseigner. Mais ça s'apprend quand même, non ? Ça peut s'apprendre, au moins la théorie. Non, parce que en fait, la théorie, c'est des outils pratiques qui vous permettent ensuite de devenir les 5 rôles du manager, qui sont le recruteur, qui sont l'entraîneur, qui sont le fan, qui sont l'arbitre, et qui sont le capitaine d'équipe, ce qui sont les 5 rôles du manager aujourd'hui. Et ça s'apprend, ça s'invente pas. Et quand on applique ensuite de manière ça s'apprend sur le terrain, si vous voulez dire. Exactement. Quand on apprend de manière humble et qu'on travaille de manière humble, ça se passe très très bien. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça s'apprenne uniquement sur le terrain. C'est peut-être pas exactement ce que vous dites. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des méthodes. On parlait tout à l'heure du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Du savoir-vivre. Et du savoir-vivre. À l'école, on apprend le savoir, c'est-à-dire les matières comme, l'histoire, la géographie, la finance d'entreprise. En entreprise, on peut apprendre le savoir-faire, mais on ne travaille jamais sur le savoir-être. Or, être un bon manager, c'est d'abord avoir du savoir-être. Et le savoir-être, c'est pas quelque chose qui est inné. Moi, je pense que sincèrement, ça s'apprend. On peut travailler son charisme, on peut travailler sa capacité de leadership. Donc voilà, ces choses-là, on ne les apprend pas malheureusement dans les grandes écoles de commerce. Alors peut-être qu'on peut se former soi-même. En ce moment, on parle beaucoup de développement personnel et c'est vrai qu'il y a énormément d'ouvrages sur la question. Maintenant, le risque, c'est qu'il y a un peu le meilleur comme le pire. Aujourd'hui, être un bon manager, on a tendance à croire que c'est un spécialiste de son domaine d'activité, par exemple un très bon commercial qui devient chef des commerciaux. C'est pas parce qu'on est un très bon commercial qu'on va être un très bon chef des commerciaux. Souvent, même, c'est pas le cas. Et ça se ressent souvent dans la productivité des salariés, évidemment. Catherine Kindrose, alors, est-ce que vous avez un site internet, par exemple Bien sûr, bien sûr. Allez-y. 1002idées.com, donc je vous invite à le consulter et à revenir vers moi si vous avez des interrogations. Est-ce que, juste pour finir, est-ce que aujourd'hui vous voyez une réelle différence dans votre façon d'appréhender les choses dans votre entreprise par rapport à il y a quelques années ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mon activité se développe de façon plus fluide. Parce que j'ai pu justement adapter certaines choses. Bon, très bien. Merci à vous, Catherine Kindrose. Alors, je vous rappelle quand même, pour ceux qui venaient de nous rejoindre, que vous êtes une entrepreneuse hypersensible. Vous en êtes rendu compte il y a quelque temps. Vous avez travaillé là-dessus. Vous accompagnez les entrepreneurs hypersensibles et pas que les salariés. Vous venez de nous donner votre site internet. Bon courage pour la suite et merci à vous en tout cas pour votre témoignage, Catherine Kindrose. Merci à vous, Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Sparterach. Merci à Julien Lozano, fondateur de Wizy, plateforme de location immobilière, futur chef pâtissier peut-être. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà, merci.